L'autre chose aussi qu'il faut considérer, c'est que la prise de la tension a toujours des conditions. C'est-à-dire, Abdoulaye ne doit pas marcher et venir tout de suite, je prends la tension. Non, ça ne se passe pas comme ça. À chaque fois que quelqu'un est en activité, soit en course ou en marche, normalement tu dois le laisser se reposer pendant au moins 10 minutes ou 20 minutes avant de prendre la tension. On ne doit pas prendre la tension immédiatement après que le malade est entré dans le bureau. S'il vient d'arriver, laissez-lui le temps de se reposer pendant 10 minutes ou 15 minutes avant de pouvoir prendre la tension. Si c'est un fumeur, c'est très bien la question qu'ils ont posée dans le sketch. Si c'est un fumeur aussi, ça ne doit pas être quelqu'un qui vient de prendre la cigarette. Si c'est quelqu'un qui prend de l'alcool, il ne doit pas venir de prendre un verre d'alcool. Parce que toutes ces situations-là, elle est physiologiquement la tension. Même si la personne n'est pas hyper tendue, quand elle vient de manger, quand elle vient de prendre une cigarette, ou bien quand elle vient de prendre un verre de vin, disons d'alcool, la tension naturellement va s'élever un peu. Mais on ne peut pas se baser sur ça pour dire que la personne elle est hyper tendue. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important de considérer ces conditions-là pour pouvoir bien prendre la tension avant de conclure à une hypertension artérielle. Parce que c'est une pathologie chronique, comme ils l'ont dit. Parce que dès que tu l'as, j'entends souvent les tradipraticiens dire que non, on n'a fait tension, ça n'existe pas scientifiquement. Une personne, elle est hypertendue et il est hypertendu à vie, à moins que on le verra dans les causes que la tension soit liée à une cause secondaire, et si on traite la cause secondaire, la tension va disparaître. Mais si la tension est une tension essentielle, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la cause de cette tension-là, personne ne peut l'enlever. Maintenant, on peut la réduire jusqu'à ce qu'elle revienne à la normale, avec des médicaments, avec les mesures sur lesquelles nous reviendrons, mais personne ne peut faire disparaître l'hypertension artérielle par une magie ou une potion. Voilà, ça, quand même, scientifiquement, on ne l'a pas prouvé. Maintenant, si on quitte cela, on va voir une petite physiologie. Je vous disais tout à l'heure, pression artérielle systolique et pression artérielle diastolique. Si on dit pression artérielle systolique, c'est lorsque le cœur se contracte, il reflue le sang vers les organes en passant par les artères. En ce moment-là, cette pression-là qu'on a, lorsque le cœur se contracte, c'est ça qu'on appelle la pression artérielle systolique. Maintenant, la pression artérielle diastolique, c'est après avoir éjecté le sang, le cœur aura l'impression de se reposer et se remplir de sang. En ce moment-là, le moment de repos-là est appelé, la pression qui est prise au moment de ce repos-là du cœur est appelée pression artérielle diastolique. Donc c'est ça qui différencie un peu les deux. Maintenant, la tension, c'est toujours deux chiffres. C'est le chiffre supérieur qu'on appelle la pression artérielle systolique, qui ne doit pas dépasser 140 mm de mercure, comme je l'ai dit, et la pression artérielle diastolique qui ne doit pas dépasser 90 mm de mercure. Si ça dépasse, si l'un ou l'autre des chiffres là dépasse la valeur que j'ai donnée, 140 pour la systolique, 90 pour la diastolique, on dira que la personne elle est effectivement hypertendue. Maintenant, après avoir défini ce que c'est que l'hypertension, il va falloir qu'on dise, mais quelqu'un qui est hypertendu, quels sont les signes qu'il peut recevoir, qu'il peut ressentir? Parce que c'est extrêmement important, parce que c'est à ce moment-là qu'on pourra dire à la personne, tu as ressenti tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme, donc il faut aller se faire consulter, c'est probablement l'hypertension artérielle. Alors, ils l'ont dit tout à l'heure, c'est pas ce Nico-Noir, c'est l'autre là, le jeune. Il lui a dit que, la maman a dit que j'ai des maux de tête. Le signe le plus courant, c'est les maux de tête. Nous, on l'appelle céphalée. Et surtout, tenez-vous bien, surtout si les maux de tête sont localisés surtout au niveau de la partie postérieure de la tête. Faites attention. C'est probablement la tension. Parce que généralement, tu peux avoir des maux de tête qui sont plus localisés au niveau du front, ça peut être autre chose. Mais généralement, pour des maux de tête qui sont liés à l'hypertension artérielle, c'est généralement des maux de tête qui sont localisés au niveau de la partie postérieure de la tête. Ça, c'est bien à savoir. Mais l'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'une personne peut avoir des chiffres tensionnels très élevés sans pour autant qu'il ait un mal de tête. Ça aussi, je pense que c'est extrêmement important à retenir. C'est pas parce que tu n'as pas de mal de tête que tu n'as pas l'hypertension artérielle. Il y a des gens qui ont des chiffres très élevés, mais si tu les interroges, qu'est-ce qui te fait mal, ils te diront que je ne sens absolument rien du tout. À côté de ce mal de tête-là, les céphalées, il y a ce qu'il a dit, hein. Il a dit nopi de rire. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que nous appelons les bourdonnements d'oreilles. Ou bien en termes médicaux, les acouphènes. Ces acouphènes-là, c'est comme si la personne reste, elle entend des sifflements.
Ça également, ça doit être alerté. On n'a pas dit qu'obligatoirement c'est la tension, mais quelqu'un qui reste à entendre comme, qui a l'impression d'entendre un sifflement, je pense que celui-là, ça fait partie également des signes de l'hypertension artérielle. L'autre signe, c'est ce qu'on appelle les phosphènes. Par moment, la personne peut voir du flou, quelque chose qui est flou carrément, ou bien il a l'impression de voir des mouches qui volent. Il a l'impression de voir du flou ou bien des mouches qui volent. Ça également, c'est un signe d'hypertension artérielle. Par moment, il y a ce qu'on appelle des fourmillements. Les fourmillements, c'est-à-dire il ressent une chaleur au niveau de la plante du pied. Ça également, ça doit alerter. On n'a pas dit que c'est la tension, mais ça peut l'être. Donc ça mérite quand même que la personne aille se faire consulter. Par moment, il y a un autre signe également, c'est généralement une hémorragie au niveau des muqueuses. Parfois, la personne fait des épistaxis. Nous, les en Wolof, les épistaxis. Parfois aussi, si c'est un adulte, il faut faire attention. Ça peut être des signes d'alerte d'hypertension artérielle. À un moment donné, il peut avoir un œil très rouge, surtout au niveau des muqueuses. Faites attention, ça aussi, ça peut être des signes d'alerte par rapport à l'hypertension artérielle. Voilà un peu les signes, les différents signes qu'on peut ressentir quand on a une hypertension artérielle. Mais ce que je voulais dire, moi, c'est pas parce que tu ne ressens pas ces signes-là que tu n'as pas l'hypertension artérielle. C'est important. Quelqu'un peut être bien hypertendu sans ressentir aucun des symptômes que je viens de citer. N'est-ce pas? Maintenant, après les signes, on va venir au niveau du diagnostic. Comment on fait le diagnostic de l'hypertension artérielle? Le diagnostic est très simple, parce que c'est l'examen clinique qui pose le diagnostic. C'est pas comme le paludisme où tu dois faire une goutte épaisse, ou bien, disons, un frottis sanguin pour trouver le diagnostic. Le diagnostic se fait par la prise de la tension artérielle. Comme Thioro l'a simulé tout à l'heure, c'est la prise de la tension artérielle qui permet de voir les chiffres tensionnels. C'est parce qu'on juge en fonction du chiffre que la machine a montré. Si la machine a montré des chiffres qui sont inférieurs à 140 mm de mercure pour la systolique, ou bien des chiffres inférieurs à 90 mm de mercure pour la diastolique, on conclut que la personne n'est pas hypertendue. Maintenant, si ça montre des chiffres qui sont supérieurs, on prendra quand même la peine de recontrôler la tension. Si toutefois, on a les mêmes chiffres ou bien des chiffres qui sont supérieurs à ces chiffres antérieurs, on va conclure à une hypertension artérielle. Mais attention, parfois, on reçoit des patients qui ont vraiment peur de l'hôpital. Il y a des patients qui, à chaque fois qu'ils entrent dans un hôpital, ils sont stressés. C'est ça que nous appelons en médecine l'effet blouse blanche. L'effet blouse blanche, c'est que c'est des personnes qui ont naturellement peur d'entrer dans un hôpital. À chaque fois qu'ils entrent dans un hôpital, la tension est élevée. Même s'ils ne sont pas hypertendus, la tension est élevée. Donc ça aussi, je pense que ça mérite d'être... Et à ce moment-là, ce que nous faisons, en tant que médecin, c'est souvent si c'est quelqu'un qui est instruit et qui peut prendre sa propre tension, on lui demandera d'acheter un appareil, de l'amener chez lui et de prendre sa propre tension. À ce moment-là, il n'est pas à l'hôpital, il est dans son lit, puis il est dans son salon, il pourra tranquillement prendre la tension et à ce moment-là, il n'est pas stressé. Et souvent, il nous note sur des carnets. Bon, à telle heure j'ai pris la tension, ça m'a donné temps, à telle heure, etc. Et le prochain rendez-vous, il nous amène ce carnet-là et on pourra lire pour voir est-ce que la tension était effectivement élevée ou pas. Donc voilà vraiment comment on reconnaît la tension artérielle. Maintenant, par rapport à la cause, ils l'ont dit, qu'est-ce qui amène la tension artérielle? Ça doit vous interpeller tous. Mais qu'est-ce qui amène la tension artérielle? C'est-à-dire, on dit aussi dans les études que dans 90% des cas, on ne connaît pas la cause de la tension artérielle. Je répète, dans 90% des cas, on ne connaît pas la cause de la tension artérielle, de l'hypertension artérielle. Mais on trouve toujours ce qu'on appelle les facteurs favorisants. Les facteurs favorisants sont des facteurs qui, s'ils sont rassemblés chez la personne, ça peut entraîner l'augmentation de la pression artérielle. Alors, ils ont parlé d'un des facteurs favorisants chez la patiente de tout à l'heure, c'est l'obésité. Chez les patients diabétiques, chez les patients hypertendus, il faut toujours voir si la personne est obèse ou pas. Et ceux qui ont fait SBD, ils savent comment on voit si la personne est obèse ou pas. On calcule ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, l'IMC. C'est le poids sur la taille au carré. Pour chaque personne, il faut faire un test pour lui-même. Le poids sur la taille au carré, ça doit nous donner une valeur entre 14,5 et 29 et 24,9. Ce qui est en dessous de 14, tu es maigre. Ce qui est au-dessus de 30, disons de 25, on peut dire que tu as d'abord le surpoids, parce que dans le classement aussi, il y a le surpoids, il y a l'obésité de type 1, l'obésité de type 2, etc. Mais retenez que
la valeur normale de l'IMC doit être comprise du moins entre 14,5 et 24,9. Donc, si on veut voir si la personne est obèse ou pas, on verra toujours que l'IMC est supérieur à 25. Donc ça également, il faut toujours le rechercher. Ça, c'est un facteur favorisant. L'autre facteur favorisant, donc il a demandé est-ce que la patiente elle fume ou pas. Ça a fait rire tout le monde. Mais dans les pays européens, mais c'est très fréquent de voir des femmes qui fument. Donc c'est important de poser cette question-là. Est-ce que le patient qui est devant moi ou la patiente qui est devant moi, est-ce qu'elle fume ou pas? Ou bien, est-ce qu'elle est toujours entourée de fumeurs ou pas? Parce que souvent, quand tu es entouré de fumeurs, les Ousmantines et les Sévillades, ils vont toujours vous jeter la fumée et vous allez avaler la fumée et vous allez avaler la même chose que eux qui fument, ceux qui avalent. Ça également, il faut le refuser. Je ne peux pas ne pas fumer et permettre à quelqu'un qui fume à côté de moi et qui me donne la fumée. Et dans ce cas-là, ce seront à peu près les mêmes conséquences que lui qui fume. Donc ça également, il faut vraiment voir est-ce que la personne elle est tabagique ou pas. Est-ce que la personne prend de l'alcool? Ça également, il faut le voir. Dans ses antécédents, l'autre là l'a dit, Khadijon l'a dit, il faut toujours rechercher, c'est la personne qui est hypertendue, est-ce qu'il y a des antécédents familiaux d'hypertension artérielle? Cela veut dire quoi? À chaque fois que tu suspectes une hypertension artérielle chez la personne, demandez-la, est-ce que ton papa était hypertendu ou pas? Ou bien est-ce que ta maman était hypertendue ou pas? Parfois il ne peut ne pas savoir, hein, mais quand même, c'est bien de poser la question actuellement. Parce qu'on dit que quelqu'un qui a un de ses parents qui est hypertendu, il est plus à risque de faire une hypertension artérielle que quelqu'un d'autre qui n'a pas de parents hypertendus. Est-ce que vous me comprenez un peu? Quelqu'un donc une personne hypertendue, on l'appelle nous une personne à risque. Parce que tu peux faire comme tu peux ne pas faire. C'est pourquoi on te dit une personne à risque. Donc à chaque fois que vous êtes une famille qui a de l'hypertension artérielle, faites attention à vous. Et on reviendra sur les mesures qu'il faut véritablement prendre. Ça, c'est véritablement les facteurs de risque. Les autres facteurs de risque, c'est le diabète. Une personne qui est diabétique, on dit souvent le diabète et l'hypertension artérielle sont souvent un couple gagnant. Ils sont le plus souvent associés. Donc à chaque fois que tu as une hypertension artérielle chez une personne, il faut toujours rechercher si cette personne-là elle est diabétique ou pas. C'est important. Parce que ces deux-là sont plus souvent associés. Voilà un peu, de manière ramassée un peu, les facteurs favorisants qui peuvent entraîner, qui, s'ils sont accumulés chez la personne, peuvent entraîner une hypertension artérielle. Sans pour autant qu'on puisse en parler, en dire une cause. Parce qu'une cause, c'est comme dans le cas du paludisme, on dit que le paludisme est causé par quoi? L'élève répondant, le paludisme est causé par le plasmodium falciparum. Parce que c'est un parasite qui donne le paludisme. Mais l'hypertension artérielle, ce n'est pas le cas. C'est plusieurs facteurs qui vont s'accumuler chez la personne pour que la personne puisse développer une hypertension artérielle. Voilà un peu par rapport aux facteurs de risque. Maintenant, si on voit, si le patient se déplace pour aller voir le médecin, quelles sont les mesures que le médecin doit prendre pour bien prendre en charge la tension artérielle? Bon, je n'ai pas observé ce... Il faut vérifier toujours s'il ne vient pas juste de manger. Parce qu'il vient juste de manger, tu auras tendance à trouver une tension qui est élevée, alors que la personne, en réalité, elle n'est pas hypertendue. S'il vient juste de prendre une cigarette aussi, tu peux avoir l'impression qu'elle est hypertendue, alors qu'elle n'est pas hypertendue. C'est parce que c'est lié à la cigarette qu'il vient de prendre. S'il vient de prendre également de l'alcool, tu peux avoir l'impression qu'il est hypertendu, alors que c'est dû à l'alcool qu'il a pris. Maintenant, je disais que je n'ai pas observé Tchoré quand il prenait la tension, mais ce qu'on veille sur le fait que le brassard à la taille du bras du patient. Le brassard avec lequel on prend la tension doit toujours être adapté à la taille du bras du patient. C'est-à-dire un patient qui est trop gros, si vous jugez que le brassard que vous utilisez est trop petit pour lui, il faut changer de brassard. Parce que ça peut fausser les chiffres tensionnels. Si un patient aussi est très maigre et vous pensez que le brassard que vous utilisez pour lui est trop gros, il faut changer de brassard adapté à son bras, parce qu'en ce moment-là, ce brassard peut sous-estimer les chiffres tensionnels. Et ça aussi, je le dis aux futurs étudiants ou bien aux futurs infirmiers ou sages-femmes qui veulent vraiment embrasser le métier. Quand on place le brassard ne doit pas couvrir le coude. Ça ne doit pas couvrir le trou du coude. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou pas. Le brassard, il doit laisser au moins 2 cm entre le bord inférieur du brassard
et ce qu'on appelle la fossette cubitale. C'est ça le coup. Mais à l'opposé, nous avons ce qu'on appelle la fossette cubitale. Le brassard ne doit pas couvrir cette fossette cubitale-là, elle doit laisser 2 cm. Le bord inférieur du brassard doit être à 2 cm de la fossette cubitale. Ça aussi, c'est des mesures qu'il faut prendre. Ça aussi, c'est surtout pour ceux qui sont les infirmiers et autres là. Mais tu ne dois pas venir jusqu'ici pour prendre la tension ici. L'autre chose aussi que je voulais dire, il y a des tensiomètres, qui sont comme des poignées. On attache le tensiomètre ici. Ça également, je dis que ce n'est pas des tensiomètres qui sont fiables. On peut les utiliser parfois, mais sur le plan scientifique, c'est la tension qu'on prend au niveau du bras. C'est cette tension-là qui est fiable. Mais les brassards qu'on attache au niveau du poignet, ce ne sont pas des brassards qui sont fiables. Même s'ils peuvent donner quand même des orientations par rapport à l'état tensionnel de la personne. Voilà. Donc ça également, c'était plus par rapport à la technique de prise de la pression artérielle. Nous allons aborder l'avant-dernière partie qui consiste à voir, maintenant, si quelqu'un est diagnostiqué déjà hypertendu, comment le prendre en charge? Comment on prend en charge une personne qui est déjà diagnostiquée hypertendue? Voilà, ils l'ont brossé tout à l'heure. Je pense que la première chose, comme le sketch l'a mentionné, c'est les mesures hygiéno-diététiques. C'est ce que Khadi essayé d'expliquer tout à l'heure. Les mesures hygiéno-diététiques, c'est quoi? C'est diminuer les excès de sel. Diminuer les excès de sel. Et ça, comme si je reviens en Wolof, je pense que je vais vous le dire de manière plus explicite. Diminuer les excès de sel. Parce qu'en fait, comme il a dit, il n'y a aucune autre étude qui a prouvé que les bouillons, les djongé, les adja, je ne sais pas comment encore, ils sont mauvais, mais ça contient une quantité de sel qui, si ça s'accumule au cours de la journée, la personne va prendre une quantité supérieure à la quantité qu'il devait prendre par jour. Parce que c'est, Khadi l'a rappelé tout à l'heure, une personne ne doit pas dépasser 6 grammes de sel par jour. Elle ne doit pas dépasser 6 grammes de sel par jour. Maintenant, si on a 6 grammes de sel par jour, et à la longue, ça peut nous amener une hypertension artérielle. C'est pourquoi on dit que, vraiment, diminuer le sel, diminuer le sel, diminuer le sel. C'est ça vraiment le message clé qu'il faut dire. L'autre chose, c'est que pour prendre en charge également quelqu'un qui est hypertendu, il faut naturellement tout faire pour faire baisser le poids. Tu ne peux pas prendre en charge une personne qui est obèse et qui garde le même poids, c'est pas possible. C'est vrai que les femmes ne veulent pas maigrir, mais dans le cadre de la prise en charge de l'hypertension artérielle, il faut forcément diminuer le poids. Maintenant, comment faire? C'est comme là il le disait, il faut faire du sport. Mais chez les grandes personnes, on ne leur demande pas quand même de porter des maillots pour courir. Non. La marche, il n'y a pas un meilleur sport que la marche. L'essentiel est qu'elle soit régulière et qu'elle soit aussi